Donc bonjour à tous. Est-ce que déjà vous nous entendez tous bien pour être sûr Ok, parfait. Donc, d'accord, très bien, merci beaucoup. Donc, nous sommes quatre jeunes qui représentent donc le Collège Saint-Étienne à Strasbourg. Et donc, nous allons vous parler du moteur à hydrogène et nous allons nous poser la question, est-ce l'avenir? Je vous invite à passer à la diapositive suivante. Aujourd'hui, nous savons que l'énergie est un grand enjeu économique, notamment avec la mondialisation et le libre-échange. Les désirs du grand public sont de plus en plus pointus, des énergies renouvelables, plus efficientes, plus propres. Notre équipe a porté son intérêt pour les énergies émergentes et plus particulièrement l'énergie hydrogène qui a des caractéristiques très intéressantes. Nous nous sommes posé la question, est-ce que l'énergie à hydrogène peut rivaliser avec les géants des hydrocarbures? Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Dans un premier temps, nous nous sommes demandé quelles étaient les différentes options pour produire de l'hydrogène. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Actuellement, il existe deux méthodes de production les plus utilisées. Il s'agit du vaporeformage des gaz et l'électrolyse de l'eau. Pour ma part, je vais vous parler du vaporeformage des gaz. Donc, comme je dis, c'est le procédé le plus courant et utilisé aujourd'hui, car il représente environ 49% de la production d'hydrogène mondiale. Il est basé sur une réaction en deux étapes. La première est la réaction du méthane avec de l'eau, qui va produire un gaz riche en monoxyde de carbone. La seconde, appelée shift conversions, est la réaction du monoxyde de carbone avec de l'eau pour produire du dioxyde de carbone de nouveau avec de l'hydrogène. Donc c'est une réaction qui est très endothermique, donc qui nécessite une absorption de chaleur pour pouvoir être réalisée. Donc celle-ci doit être réalisée sous des conditions de température compris entre 800 et 900 degrés Celsius. Actuellement, ça demeure le procédé le plus économique pour produire du dihydrogène. Une autre solution pour produire de l'hydrogène est par l'électrolyse de l'eau. Ce procédé consiste simplement en le fait de faire passer un courant électrique au travers de molécules d'eau afin de décomposer ces molécules d'eau. Donc on prend deux molécules d'eau et ça donne deux molécules de dihydrogène et deux molécules de dioxygène. Ce procédé est beaucoup moins rentable, nous le verrons, et beaucoup moins efficace. C'est donc pour ça qu'on le retrouve beaucoup moins dans l'industrie commerciale et beaucoup plus dans les laboratoires. Nous avons donc voulu approfondir cela et nous le verrons un peu plus tard. Vous pouvez passer à la diapositive suivante, car avoir de l'hydrogène, c'est bien, mais l'exploiter, c'est mieux. La première solution qui nous est venue à l'idée est le moteur à combustion interne, que l'on retrouve notamment dans les voitures à essence ou à diesel. Le principe en fonctionnant avec de l'hydrogène est le même. Les quatre temps moteurs sont conservés, étant donné que les propriétés de combustion de l'hydrogène sont relativement proches de celles de l'essence. Ainsi, le bloc du moteur n'a pas à être modifié dans sa structure. Néanmoins, le dihydrogène pose la question du stockage et du transport, qui sont les inconvénients majeurs de l'utilisation de ce dernier dans un moteur à combustion interne. Donc, une autre solution qui a été découverte est la pile à combustible et que je vais laisser Maxime vous présenter. Comme l'a dit Paul-Henri, la pile à combustible est une autre méthode d'exploitation de l'hydrogène. Celle-ci est encore peu connue et peu utilisée. Donc son énergie provient d'une tension électrique qui est générée par l'oxydation d'un combustible. Dans notre cas, ce sera le combustible l'hydrogène. Donc c'est une réaction qui va produire trois éléments. Donc on a de l'eau, de l'énergie électrique et de la chaleur. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une réaction qui est très propre. Donc elle est également basée sur deux réactions. La première à l'anode, c'est une réaction d'oxydation. Donc on va avoir du dihydrogène qui va être transformé en deux ions H+, et deux électrons. Et la seconde, c'est une réaction de réduction à la cathode. Donc on va avoir deux atomes d'oxygène, quatre ions H+, et quatre électrons qui vont produire deux molécules d'eau. Donc c'est une réaction qui est très proche de l'électrolyse de l'eau que Paul-Henri vous a expliqué en théorie, que vous verrez en pratique plus tard. Et c'est une réaction qui est exothermique, donc qui va produire de l'énergie. Donc je vous invite à passer à la diapositive suivante pour découvrir nos différentes expériences de calcul que nous avons mis en œuvre au cours de nos recherches. Donc j'invite Paul-Henri à présenter l'électrolyse de l'eau. Vous pouvez donc passer à la diapositive suivante. Afficher ce magnifique titre et passer à la diapositive d'après pour voir une photo du montage que nous avons mis en œuvre pour effectuer l'électrolyse de l'eau. Le montage est le suivant, donc nous avons en série un électrolyseur avec un générateur de tension continue et un ampèremètre,
Et aux bornes de cet électrolyseur, nous avons un voltmètre afin de mesurer la valeur de la tension. Ensuite, dans cet électrolyseur, nous avons introduit une solution de sulfate de sodium concentrée à 0,5 mol par litre et ajouté du bleu de bromothymol pour mettre en évidence le caractère acide ou basique des éléments formés. Donc, lorsque on allume le générateur de tension continue, on peut voir la formation de bulles et l'accentuation des différentes couleurs qui est due à la présence du bleu de bromothymol qui met en évidence, quand c'est bleu, il met en évidence un milieu basique, et donc c'est là où se forme le dihydrogène, et quand c'est jaune, ça met en évidence un milieu acide, donc là où se forme le dioxygène. Vous pouvez passer à la diapositive suivante pour voir un schéma du montage. Quand nous avons réalisé notre première expérience, nous avions posé simplement les tubes à essai autour de l'anode et de la cathode, mais nous nous sommes rendus compte que le courant qui était utilisé était faible. Nous avons donc utilisé des potences afin de permettre une plus grande circulation des ions entre l'anode et la cathode, et en surélevant les tubes à essai. Et par ailleurs, nous avons aussi remarqué une différence de volume, que vous pouvez actuellement voir avec la petite caméra. Donc, on voit bien que le volume ici est donc 2 fois plus grand que le volume dans ce tube-là, étant donné que l'équation de la réaction, donc c'est 2 mols d'eau, donne 2 mols de dihydrogène et 1 mol de dioxygène. Et suivant la loi des gaz parfaits, on peut donc comprendre que le volume formé est 2 fois plus important pour le dihydrogène que pour le dioxygène. Nous avons voulu ensuite tracer la caractéristique de cet électrolyseur avec cette solution, et je vais laisser Jean-Marie vous raconter. Donc, en effet, nous avons souhaité tracer la caractéristique de l'électrolyseur. Pour ça, nous avons gardé le même montage, sauf que nous avons substitué le générateur à tension fixe par un générateur à tension variable, de manière à pouvoir faire varier la tension et voir l'évolution de l'intensité en fonction. Donc, on peut voir que en changeant la tension, l'intensité varie également. Donc, nous avons fait évoluer la tension de 0,5 volts en 0,5 volts de manière à être précis. Nous avons récolté toutes ces données, donc de la tension et de l'intensité, donc nous les avons collectées et les avons entrées dans le tableur régressif, de manière à pouvoir modéliser ces valeurs selon un graphique et d'avoir l'équation mathématique de cette courbe. Le tableur régressif nous permet de la même manière de pouvoir prendre en compte les différentes incertitudes liées au volume ou encore à la tension, à la précision de l'ampèremètre et du voltmètre. Suite à cela, nous avons voulu connaître le rendement de ce montage. Et je vais laisser le soin à Paul-Henri de présenter les différents calculs qui nous ont permis de connaître l'efficacité de ce montage. Vous pouvez passer à la diapositive suivante. Pour étudier le rendement, nous avons donc tout d'abord essayé de calculer l'énergie que nous fournissions au système. Donc pour cela, nous avons calculé la puissance, donc en multipliant la tension et l'intensité récoltées par respectivement le voltmètre et l'ampèremètre, et nous avons multiplié cette valeur par le temps, qui était de 225 secondes pour une formation de 10 ml de dihydrogène. Ainsi, nous avions donc une énergie fournie de 993 joules. Ensuite, nous avons voulu calculer l'énergie chimique qui permettait de dissocier les molécules d'eau en molécules de dihydrogène et de dioxygène. Pour cela, donc, nous avons recherché la valeur de l'énergie de dissociation molaire de l'eau dans notre livre de physique, et donc cette valeur était de 282 × 10 puissance 3 joules par mol. Nous avons donc calculé aussi la quantité de matière de dihydrogène produit à l'aide de la loi des gaz parfaits, et nous avions donc une quantité de matière de 4,16 × 10 puissance moins 4 mol. Nous avons donc multiplié cette quantité de matière par l'énergie de dissociation molaire, ce qui nous a donné une énergie de 117 joules. Ensuite, ce qui nous donnait un rendement de 11%, ce qui est très faible. Nous avons ensuite voulu connaître des sources de ces pertes d'énergie. La première qui nous est venue
à l'esprit est effectivement, avec le circuit électrique, l'effet Joule. Les pertes par effet Joule que l'on peut calculer à l'aide de la formule R fois I carré fois T, avec R la résistance que Jean-Marie avait calculée en traçant la caractéristique, I l'intensité donc qui était de 0,35 ampères, et le temps de 125 secondes toujours, ce qui nous donnait des pertes par effet Joule de 670 joules. Donc nous avions un rendement qui était très faible, ce qui nous a permis de comprendre pourquoi cette technique ne pouvait pas être utilisée à plus grande échelle. Suite à cela, nous avons voulu étudier un moyen de produire et d'extraire de l'énergie du dihydrogène via la pile à combustible, et je vais laisser Arthur vous en parler. Donc, suite à la diapositive, vous pouvez passer à la diapositive suivante donc pour voir le kit éducatif que nous avons utilisé pour pour les expériences. Donc, ce kit éducatif est donc de la marque Horizon Fuel Cell qui produit aussi des piles à combustible professionnelles, donc qui sont utilisées par exemple dans les trains à hydrogène ou toutes ces choses-là. Et donc actuellement, puisque pour simplifier, elle est donc réversible. Donc actuellement, elle est alimentée par les piles qui sont ici pour permettre de produire du dihydrogène et du dioxygène, donc qui sont stockés après dans les deux cloches ici. Donc la cloche de dihydrogène et la cloche de dioxygène. Et donc par la suite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut enlever l'alimentation et la remplacer par un moteur. Et donc on peut voir que grâce au gaz contenu dans les cloches, le moteur est alimenté. Et donc on peut le faire fonctionner sur la pile. Et donc je ne sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra, mais du côté du dihydrogène, nous pouvons voir à l'œil nu des petites bulles qui se forment autour de la diurite. Et donc cela est dû à la très petite taille des molécules de dihydrogène. Et donc elles peuvent s'échapper par la diurite, ce qui en fait une matière difficile à utiliser, par exemple dans l'aérospatiale, puisqu'elle est difficile à stocker. Donc vous pouvez passer à la diapositive suivante. Et donc la question que nous nous sommes posée, c'est quelle est l'énergie contenue dans le volume de gaz qui a été consommé pour faire tourner le moteur jusqu'à son arrêt. Et donc nous avons déduit qu'il y avait 7 millilitres de dihydrogène qui a été consommé. Et donc en utilisant la valeur que Paul-Henri avait parlé, donc qui se trouve dans notre livre de chimie, et en utilisant la loi des gaz parfaits, nous pouvons en déduire qu'il y a environ 80 joules qui sont potentiellement contenus dans les 7 millilitres de dihydrogène. Et donc, je vous invite à passer à la diapositive suivante. Pour connaître l'énergie utilisée par le moteur, nous aurions aimé brancher directement nos appareils de mesure au moteur. Mais étant donné que les câbles étant des câbles propriétaires, il nous était impossible d'utiliser cette façon. Nous avons donc l'idée d'utiliser une chronophotographie des rotations de l'hélice. Donc nous allons simuler cette expérience à l'aide d'une webcam. Donc nous avons filmé à l'aide d'un téléphone au ralenti l'hélice tournée de cette façon. Vous avez la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Et nous avons pu de cette façon déterminer le nombre de rotations par seconde à plus ou moins un tour de l'hélice. Grâce à cette vitesse que nous avons pu simuler, nous avons branché notre moteur à un générateur à intensité variable. Donc de cette façon. De cette façon, grâce à plusieurs essais, nous avons pu retrouver exactement la même vitesse. Et grâce à un ampèremètre branché en série au générateur et au moteur, et un voltmètre branché en dérivation au moteur, nous avons pu calculer la valeur de l'intensité et de la tension. Ces valeurs connues, et il était possible, grâce au temps, de calculer le rendement, l'énergie produite, qui est d'environ 29,65 joules. Donc je vous invite à passer à la diapositive suivante. Donc, nous disposons maintenant de l'énergie utile et de l'énergie fournie, donc il est possible de calculer le rendement, qui est d'environ 36%. Donc, ce qui est plus que correct pour un kit éducatif. Donc, les rendements des piles professionnelles à combustible se situent entre 30 et 70%. Donc, pour améliorer ce rendement, plusieurs options s'offrent à nous. Premièrement, une meilleure qualité des électrodes.
et une plus grande surface de l'appli, comme c'est le cas pour les filles dans le domaine professionnel. Étant donné que c'est un kit éducatif qui a pour vocation de montrer la production et la consommation, le rendement est plus que correct. Donc je vous invite à passer à la diapositive suivante pour découvrir la fabrication d'un électrolyseur métallique. Vous pouvez encore une fois passer à la diapositive suivante. Et donc, nous nous sommes posé la question, puisque toutes les initiatives commencent à des petites échelles pour améliorer notre futur de demain, et nous nous sommes posé la question, est-ce qu'il est intéressant de produire notre propre électrolyseur pour améliorer la quantité produite d'hydrogène? Et donc, pour ce faire, nous avons donc utilisé des plaques de métal. Donc, le métal qui aurait été très intéressant d'utiliser, mais que, dû à la situation actuelle, nous n'avons pas pu utiliser, est le zinc. Et donc, nous avons dû plutôt utiliser de l'acier inoxydable. Donc, il y a 12 électrodes contenues dans une cellule. On pourrait très bien imaginer augmenter le nombre de cellules, dans notre électrolyseur. Et donc, on pourrait augmenter le nombre, pardon. Et on pourrait, par la suite, brancher cet électrolyseur-là. Donc, on peut voir la production juste ici d'hydrogène. Et on peut brancher cet électrolyseur-là à une source, par exemple, renouvelable, comme l'éolien ou le photovoltaïque, pour produire et après stocker ce dihydrogène produit. Malheureusement, puisque les anodes et les cathodes sont alternées, le gaz qui sort ici dans le bulleur, est un mélange de dihydrogène et de dioxygène. Donc nous ne pouvons pas utiliser cet électrolyseur-là pour l'appliquer dans le cas de la pile à hydrogène. Et donc, imaginons, donc vous pouvez passer à la diapositive suivante. Et donc, nous allons utiliser une alimentation de récupération aussi, donc, qui est de 300 watts, donc 12 volts, 25 ampères. Et donc, elle permet d'alimenter amplement l'électrolyseur. Nous avons imaginé un scénario catastrophe. Donc, si on laisse l'électrolyseur tourner sans surveillance et par pertence pendant une période suffisante pour que l'entièreté de l'eau contenue ici, donc un demi-litre d'eau, soit entièrement donc, consommée et transformée en hydrogène et dioxygène, alors dans ces cas-là, nous obtiendrons une explosion équivalente à 1,5 kg de TNT si l'on compare les énergies de combustion des deux matériaux. Et donc, l'avantage aussi d'un tel électrolyseur, c'est que le coût de fabrication est très faible, puisque, comme dit, c'est une grande partie de récupération, donc des pots de confiture, une alimentation de récupération, une planche de récupération, et donc grâce à cela, on peut arriver à un coût très faible, soit moins de 20 €. Et donc je vous invite à passer à la diapositive suivante. Alors, pour conclure, ces différentes expériences nous ont montré les propriétés de l'hydrogène, ses points forts comme ses points faibles. On a découvert, comme vient de le présenter Arthur, l'hydrogène qui peut produire une énergie assez puissante, donc qui, de ce côté-là, pourrait rivaliser avec les géants des hydrocarbures. Mais cette puissance possède en effet des inconvénients, tels que la sécurité ou un rendement faible lors de la production. Ces problèmes donc, de sécurité demandent certaines mesures, certaines normes et de la précaution lors de son utilisation. Et le rendement faible pour la production ne respecte pas forcément la loi de l'offre et de la demande. C'est donc ces différents inconvénients qui bloquent l'expansion de cette énergie qui est, je le rappelle, très verte, donc qui s'inscrit bien dans l'écologie puisqu'elle n'a que comme produit de l'énergie et de l'eau qui ne polluent en aucun cas. Mais ce n'est que partie remise puisque ces différents inconvénients peuvent être améliorés, peuvent être réglés grâce aux avancées technologiques et scientifiques de demain. Ces progressions technologiques permettront donc de trouver la solution à ce problème et de permettre à l'hydrogène de nous entourer au quotidien. Voilà, donc nous vous remercions de nous avoir écoutés et j'espère donc dans un premier temps que cette présentation vous aura intéressé et donc nous sommes là pour répondre à toutes vos questions.